les méandres du parti politique AFDC dans votre émission J'éduque Analyse. Bonjour à vous et merci pour l'attention. J'ai sur mon plateau le secrétaire national adjoint chargé de la propagande, M. Chris Mukunzi, que je dis bienvenue. Merci pour l'invitation, madame. Voilà, nous sommes une chaîne de l'éducation J'éduque Analyse. Premièrement, quelle appréhension avez-vous du concept éducation? Pour moi, le concept d'éducation, c'est la base. Ouais. L'éducation, pour moi, c'est une maternité. Parce que on ne peut pas construire un État sans éducation. On ne peut pas espérer construire un avenir sans éducation. C'est comme ça que j'ai dit, pour moi, l'éducation, c'est la base. Donc, ce concept doit être pris dans son ensemble et compris dans le sens de forger l'homme que nous amenons à la vie. Nous sommes tous géniteurs, je pense. Lorsque nous créons l'homme et que nous l'amenons sur la terre, la première des efforts à faire pour forger cet homme-là, c'est de pouvoir l'éduquer. Et je crois qu'à travers votre chaîne, la philosophie est celle-là, de pouvoir non pas seulement aller dans des questions de polémique, mais aussi des questions qui éduquent la population en rapport avec le civisme, en rapport avec la citoyenneté, donc l'éducation dans sa globalité. Donc c'est pour la première fois que j'interviens dans une chaîne dite éducative. Et je pense que dans mon intervention, il y aura une dose d'éducation aussi. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire national adjoint chargé de la propagation du parti politique AFDC. Pour bien aborder, voudriez-vous nous rappeler l'historique de l'AFDC? Par rapport à ma propre historique, que j'ai rejoint l'AFDC en 2019. Donc ça fait pratiquement 3 ans que je suis membre de l'AFDC. Et il faut dire que l'AFDC est un parti dont l'auteur et l'initiateur, est d'abord membre de la société civile, qui a jugé bon, il y a de cela 11 ans passés, de pouvoir sortir de la société civile pour faire de la politique active. J'ai cité le professeur sénateur Modeste Bahati. Et voilà, donc il est passé de la société civile en passant par les comités scientifiques de l'UDPS et finalement il a créé l'AFDC. Donc je les ai trouvés en plein processus de croissance. Je les ai rejoints en chemin, mais ce que je sais de l'histoire, c'est que ça a commencé par être d'abord, l'initiateur vient de la société civile, et lorsqu'il a ressenti les besoins de servir la République politiquement, il a créé son parti politique et aujourd'hui nous l'avons rejoint. Alors pourquoi avait-il abandonné son activisme citoyen pour embrasser la politique? Quelle est la motivation? Vous savez, l'engagement n'est pas toujours le même lorsque vous êtes dans des mouvements citoyens, lorsque vous êtes dans la société civile. Vous ne savez pas vous définir concrètement ou vous faire identifier dans un camp. Vous savez, la politique, c'est aussi l'effet de s'assumer, l'effet de faire le choix entre le choix de la gouvernance et le choix de la... Donc, je crois qu'il a eu à lever l'option pour ne pas être toujours celui qui se met au milieu du village entre un pouvoir et une opposition dans un pays. Il s'est déterminé à pouvoir faire de la politique active et à la gestion du pays. Parce qu'on ne peut pas... c'est vrai que lorsqu'on est dans la société civile, on est beaucoup plus dans le sens d'éveil de la conscience, on est dans l'éducation de la masse, dans le civisme. Mais lorsque vous adhérez, c'est vrai aussi qu'il y a un aspect politique qui veut que nous puissions éduquer la masse, appeler à la citoyenneté. Mais la gestion de la cité, c'est cela la politique. Je ne pense pas que la société politique et la société civile. Donc je pense qu'il a eu à faire le choix de la République et il a pensé qu'il était important pour lui de créer un parti politique. Alors comment vous formez vos membres pour qu'un jour qu'ils puissent bien assumer la charge de l'État? Vous savez, il y a plusieurs activités au sein d'un parti politique, mais aussi il y a plusieurs portefeuilles au sein d'un parti politique. Chacun
Moi, par exemple, j'ai en charge la propagande au sein de la politique. Nous arrivons quand même à inculquer une certaine éducation politique. Merci beaucoup. L'AFDC a cheminé ensemble avec Joseph Kabila Kabange, puis il y a eu divorce avec le FCC. N'est-ce pas une trahison, monsieur le secrétaire? Je ne pense pas que ça soit une trahison. Vous savez, des relations politiques, c'est pas comme le mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein? C'est pas le vœu que vous faites devant un prêtre jusqu'à ce que la mort vous sépare, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Comme on dit, les alliances en politique se font et se défendent au gré des intérêts. Donc je crois qu'à un certain moment, après avoir cheminé ensemble et qu'il y ait maintenant, il y a eu contradiction dans la manière de voir les choses, il est tout à fait normal que les gens se séparent. Hein, je trouve ça, c'est un des phénomènes naturels pour un parti politique. Hein. Vous avez reçu, bien avant moi sur ce plateau, un acteur politique qui était de la majorité, qui aujourd'hui se trouve dans l'opposition. Donc ça veut dire que tout dépend des contextes politiques qui font que les gens puissent avoir une perception du régime en face et avoir une détermination sur ce qu'ils veulent de ces régimes-là. Soit vous êtes à l'opposition parce que vous considérez que le régime en place ne cadre pas avec vos idéaux, ne cadre pas avec votre manière de voir les choses, et il est tout à fait normal. Hein, c'est un exercice aussi de liberté d'expression dans le pays. Donc, comme j'ai dit, les alliances se font et se défendent au gré des intérêts. Alors, qu'est-ce qui fait que vous soyez dans tout le régime? Bah, c'est l'intelligence politique. Cette intelligence politique qui fait que, quand vous dites tous les régimes, mais je voudrais d'abord rappeler ici que lorsque Mouzé, le père, est arrivé, il a mis Bahati en prison. Mouzé n'a pas travaillé avec Bahati Lukwebo, parce qu'il a considéré que c'était un moboutiste. Hein, ils ont été emprisonnés avec tous les autres moboutistes, les Bemba Saolona et tous les autres. Donc, j'ai dit, tout dépend de cette manière de cette vision qu'il a de faire la politique. Il y a des gens qui ont décidé déjà, dès le départ, de faire de l'opposition à tous les régimes qui se succèdent. Il y a des gens comme ça qui veulent faire leur carrière politique à l'opposition. J'étais sur un plateau avec un, pour ne pas les citer, Jonathan Ngwele, si vous connaissez, qui est un jeune politicien dans les camps de la Mouka. Il dit, jusqu'en 2025, moi je serai à l'opposition. Voilà, donc moi je lui dis, mais c'est une révélation que vous faites jusqu'en 2025. Fayoulou ne sera pas au pouvoir. Donc Félix sera encore au pouvoir. Si jusqu'en 2025, vous continuez à être dans l'opposition, ça veut dire que Félix gagne les élections de 2023. J'ai fait une insinuation. Donc il y a des gens comme ça qui, pour eux, l'opposition, c'est un statut. Non pas... moi, quand je faisais l'opposition, mon leader politique me disait l'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. Une fois, je me suis retrouvé sur un plateau de télévision, à l'émission de Son de Cloche, avec M. Ablavi Eboma, qui est de l'UDPS. Il me dit sur le plateau, M. Mukendi, vous êtes membre du CDR, un parti politique qui n'a même pas 3 ans. Vous voulez donner des leçons à l'UDPS, qui a 32 ans d'opposition. Je lui ai donné une réponse pour dire, monsieur, on ne crée pas un parti politique pour faire de l'opposition. On crée un parti politique pour accéder au pouvoir, pour appliquer votre projet de société. Voilà. Donc, je ne peux pas concevoir que un groupe de gens se constitue en parti politique, se décide de faire la politique, ils ont un projet de société, et toute leur carrière politique se passe à l'opposition. Mais à quoi ça sert un projet de société? Un projet de société, c'est votre manière de voir les pays, votre vision que vous allez appliquer lorsque vous accédez au pouvoir. Donc, je considère qu'on ne peut pas créer un parti politique pour faire de l'opposition. Tous les partis politiques qui sont créés pour conquérir le pouvoir. Donc, je ne peux pas considérer qu'on fasse carrière à l'opposition pendant 30 ans, 40 ans, et jusqu'à ce que les leaders de ces mouvements meurent sans accéder à une quelconque gestion de la République. Donc, je n'en veux pas à ceux qui créent des partis politiques aujourd'hui qui sont dans le pouvoir alors que les régimes se succèdent. Je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont une vision. Je ne peux pas leur en vouloir d'avoir travaillé avec Mobutu, d'avoir travaillé avec Kabila et de travailler avec Tshisekedi. Je ne peux pas leur en vouloir.
Donc voilà, c'est un choix politique que chacun assume. Ceux qui pensent qu'il faut alterner de temps en temps, c'est leur choix. Mais il revient aux organes dirigeants des partis politiques de pouvoir décider s'ils veulent faire de l'opposition ou ils sont au pouvoir. Mais aussi, on fait l'opposition lorsque vous êtes en face d'un régime dictatorial. Vous acceptez de faire l'opposition parce que vous ne partagez d'abord pas les projets de société du parti au pouvoir, mais aussi lorsque vous considérez que c'est un régime qui viole les libertés fondamentales, c'est un régime qui viole les droits de l'homme, c'est un régime qui viole la Constitution, vous pouvez décider de faire de l'opposition. Mais on ne fait pas l'opposition pour l'opposition. Vous avez réussi à aligner plusieurs partis politiques à votre cause, batailler ensemble, d'où la FDC et alliés. Qu'est-ce que vous visez, la présidence de la République? Il n'est pas interdit à un parti politique d'avoir des ambitions placées à ce niveau-là. C'est même légitime. Et la Constitution n'interdit à personne. Mais seulement, pour le moment, nous avons opté pour autre chose, d'accompagner le président Tshisekedi pour son second mandat. Mais il n'est pas du tout interdit à un parti politique, hein, même si on les voit avec déjà nos amis qui sont au sein de l'Union sacrée, mais qui disent qu'ils ne vont pas partager les bilans avec Félix Tshisekedi. C'est leur droit, même si nous considérons que c'est malhonnête en politique, mais c'est de leur droit de pouvoir présenter notre candidat en 2023 qui n'est pas Tshisekedi. Mais nous nous assumons, nous avons dit, nous accompagnons Félix Tshisekedi jusqu'en 2028. Nous espérons qu'il gagne les... qui doit répondre aux besoins de la population. Cette institution s'appelle gouvernement. Donc, l'Union sacrée, pour moi, je considère c'est un rassemblement des faits qui n'a même pas une existence juridique. Donc, on ne peut pas s'attendre aux réponses de la population dans une organisation pareille. Les attentes de la population doivent être tournées vers le gouvernement de la République où il y a un Premier ministre et il y a des ministres sectoriels qui impriment chacun dans son secteur le programme du gouvernement qui doit en principe rencontrer les besoins de la population. Donc, comme j'ai dit, l'Union sacrée peut exister, elle peut être organisée ou désorganisée, mais les attentes de la population devraient être rencontrées par l'action du gouvernement. Alors, mais cette dernière souffre beaucoup de déficits, de chartes qu'il organise. On ne sait pas qui fait quoi. Hein? Les communicateurs s'embrouillent souvent, finalement. Où allez-vous avec l'Union sacrée? Ben, comme j'ai dit, les réponses de la population ne viendront pas de là. Et comme j'ai dit, les réponses de la population ne viendront pas de l'organisation ou de la désorganisation de l'Union sacrée. Les réponses viendront du gouvernement. Donc, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Il ne faut pas me pousser à dire des choses que je ne voudrais pas dire sur les plateaux. Donc, voilà. Donc, je pense avoir été clair, suffisamment clair. Et là où il y a des hommes, il y a parfois l'organisation, parfois il y a la désorganisation. Mais ce qui importe, c'est de pouvoir, à travers des institutions publiques, de pouvoir rencontrer les besoins de la population. Alors, quel est votre leitmotiv en tant que plateforme Union sacrée de la nation? Constituée autour du chef de l'État, à la suite d'un dysfonctionnement de la première coalition FCC-CACH. Nous avons eu une coalition qui n'a pas aidé les chefs de l'État à pouvoir exercer son pouvoir. Et il a considéré qu'il était temps pour lui de pouvoir mettre fin à ces mariages que d'aucuns ont considérés des contre-nature. Donc il a tendu la main à tous les Congolais de tous bords de pouvoir les rejoindre pour l'accompagner à finir son premier mandat, mais aussi pour rencontrer les besoins de la population. Donc, je dis, en ce qui concerne les acteurs ou les ambitions des uns des autres au sein de l'Union sacrée, ils sont totalement libres de pouvoir s'exprimer. Mais aussi la différence entre l'Union sacrée, c'est que l'Union sacrée n'a pas d'autorité morale. Il n'y a pas quelqu'un qui est là sous forme d'un Dieu que tous devront vénérer, craindre, comme si la vie des uns des autres dépendait de son mot, de paroles qu'il lui prononce de sa bouche. Donc, je dis, c'est une autre manière de voir aussi les organisations politiques pour que
l'attention du peuple congolais soit beaucoup plus orientée vers les institutions plutôt que vers les organisations politiques. Là, je peux aborder quelque chose, quelques sujets d'actualité, vraiment. De plus en plus, les opposants à votre régime dénoncent la machination, je veux dire, fausse manœuvre du processus électoral. Des diplomates occidentaux font pression sur les chefs des... Les recensements, la CENI organise l'enrôlement. Donc ce sont deux opérations distinctes. L'une, ne dépend pas de l'autre. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État s'est inscrit dans une démarche d'organiser les élections dans les délais. Voilà, on parle d'importation des chiens-sards et des chiens-sards, allais-je dire, et pourtant nos lacs sont poissonnés. Quelle politique entre l'importation à grande échelle? Vous savez, dans la gestion, il y a ce qu'on appelle la politique conjoncturelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle la politique structurelle. La politique structurelle veut que nous puissions en arriver là où vous êtes atterri. Ouais. Pour dire qu'il faut que nous puissions exploiter le poisson de nos lacs et de notre fleuve. C'est ça la politique structurelle. Et il faut une politique de pêche qui voudrait que nous puissions avoir nos chalutiers. C'est une politique purement industrielle à grande échelle. Parce que nourrir les Congolais des poissons de nos lacs, ce n'est pas une petite politique, c'est une grande politique qu'il faut, il faut étudier, mais aussi il faut commencer quelque part. Donc j'ai dit, dans le cadre de la politique conjoncturelle, il a été décidé par le gouvernement de pouvoir, lorsque le gouvernement a travaillé dans le sens de chercher à réduire sensiblement les prix des surgelés sur les marchés, le gouvernement a approché les opérateurs économiques qui sont restés radicaux. Ils n'ont pas voulu travailler avec le gouvernement. Et le gouvernement, soucieux de pouvoir réduire sensiblement l'accès de population à ces vivres-là, a décidé de pouvoir importer, mais aussi de travailler avec des opérateurs locaux qui comprennent sa vision. Donc je crois que c'est alors que cette politique-là a été mise en place, comme je l'ai dit, c'est une politique conjoncturelle, ce n'est pas une politique structurelle, mais je crois que l'idéal serait que le Congo puisse avoir sa propre industrie de pêche, que le Congo puisse avoir son élevage, que le Congo puisse avoir son agriculture qui lui permet de pouvoir réduire les taux de pauvreté. Joseph Kabila Kabango, aussi longtemps que Némi Moulani avait déclaré son retour à la candidature, cela vous fait trembler? Non, mais je me dis, il ne faut pas souffrir d'amnésie. Je comprends que la souffrance peut faire penser au peuple à faire revenir même un dictateur. Vous savez, les peuples du monde entier... Le social ne tient pas... Vous savez, lorsque je vais vous raconter une anecdote, lorsque Moïse a libéré les peuples d'Israël en Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Ouais. Et certains ont commencé à murmurer pour dire qu'il fallait nous laisser mourir en Égypte. On préférait encore servir les Égyptiens plutôt que de venir ici dans le désert. Tu aurais mieux fait de nous laisser là-bas. Et je crois que c'est un sentiment normal lorsque la population a placé l'espoir à un régime qui apprenait les changements, qui apprenait les ruptures, et que sur les plans de la réalité, la population n'a pas encore commencé à ressentir, quoique les gouvernements y travaillent. Donc je crois que c'est des bonnes guerres aussi en politique, mais les retours de Kabila au retour ou pas, et malheureusement, la polémique prend de plus en plus du volume sur son retour. Ben, quand viendra le moment, je pense que la Cour constitutionnelle sera mieux outillée pour pouvoir trancher cette question. Se plaindre de cela. Est-ce que c'est la produit ces voyages? D'abord, je n'ai pas le bulletin médical du chef de l'État qui lui donne, je ne sais pas, un repos médical de X ou travailler pour l'intérêt du Congo. Je pense qu'il n'était pas du tout astreint à un repos médical dans ce sens-là.
Donc, j'ai dit, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'intérêt du Congo, et c'est le Congo qui va gagner. Avec ce qui s'est passé à Dubaï, c'était une exposition de toutes les opportunités que la RDC peut offrir au monde entier, beaucoup plus des investisseurs. Mais aussi, il faut rappeler ici que pour des personnes qui attendent des résultats immédiats de l'action diplomatique de Félix Tshisekedi, dans un État, il y a ce qu'on appelle des projets à court terme, des projets à moyen terme et des projets à long terme. Je pense sont des projets qui ne sont pas des projets à court terme, mais des projets à moyen terme et à long terme pour lesquels les Congolais auront à jouir du bénéfice au moment voulu. Alors, nous sommes presque à la fin. Pour terminer, on croyait qu'avec le régime actuel, les léopards pouvaient avoir une bonne préparation, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le mal des Congolais, c'est de placer tout ce qui se passe sur la tête des dirigeants, alors que nous avons des structures comme la FECOFA. Il y a la FECOFA qui échappe directement au contrôle des politiques. Donc, je crois que lorsqu'il y a un dysfonctionnement de ce côté-là, Fédération congolaise de football, il y a aussi un ministre des Sports qui imprime la politique du gouvernement dans ces secteurs. Mais il faut reconnaître que le gouvernement de la République a toujours mis à la disposition de nos vaillants joueurs tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir donner les meilleurs d'eux-mêmes lorsqu'ils sont en face des compétitions comme pour le moment. Avant de nous séparer, qu'est-ce que nous pouvons entendre de l'AFDC? L'AFDC, c'est un parti politique qui sert le peuple congolais à travers son programme, son projet de société. Mais vous savez, pour mieux appliquer son projet de société, il faut avoir le plein pouvoir. Quand je dis plein pouvoir, c'est au niveau de la présidence de la République. Aujourd'hui, je pense que le programme qui est appliqué au Congo, c'est le programme de l'UDPS, qui est incarné par le chef de l'État. Nous sommes en coalition et nous accompagnons le chef de l'État, mais dans les secteurs où l'AFDC occupe des postes, je crois que nous avons suffisamment imprimé la vision que nous avons. Et lorsque viendra le moment où les Congolais pourront juger qu'il faille donner à l'AFDC le plein pouvoir pour exercer un mandat au niveau de la présidentielle, on imprimera effectivement la vision que nous avons. Quelle chance vous donnez à la République démocratique du Congo pour son développement? Mais il ne faut pas attendre le développement de la RDC dans les 5 prochaines années. Il faut dire que on doit placer les pays sur le rail. C'est comme une maison. Lorsqu'on veut construire une maison, il faut d'abord placer une fondation, élever les murs et puis il y a un toit. Donc je crois que nous sommes déjà engagés sur la bonne voie par des politiques qui sont mises en place par le président de la République, notamment en renforçant le travail de l'IGF, que je rappelle ici, a été empêché de travailler pendant les régimes passés. Mais lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il a mis à contribution les patrouilles financières de l'IGF qui ont même participé à ce que notre budget aujourd'hui, pour la première fois, puisse atteindre le montant de 10 milliards et demi. Donc je crois que ce sont des mécanismes qui sont mis en place. Et les développements, c'est vrai, nous aspirons tous au développement, mais je dis, il faut d'abord travailler. Ce que le peuple congolais recherche aujourd'hui, c'est d'abord éradiquer la faim, éradiquer la pauvreté, mais aussi de pouvoir mieux vivre dans son pays. Donc, les développements dans le sens strict du mot, développement comme la Belgique, développement comme l'Afrique du Sud, je pense que c'est un processus. C'est un processus sur lequel nous sommes engagés. Voilà, un dernier mot avant de nous séparer. Je vous remercie pour l'invitation et je crois que les Congolais sont conscients des enjeux de l'heure dans le pays. Ils sont aussi conscients de là où nous sommes venus et de là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et au moment opportun, comme nous sommes dans une période préélectorale, je crois que chacun devant sa conscience saura comment se comporter vis-à-vis de nos acteurs politiques.
Voilà, c'était un réel plaisir pour moi de te recevoir sur mon plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire national adjoint, chargé de la propagande de l'AFDC. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a soutenu. Également, un grand merci à toute la hiérarchie des JDUC Analyse, votre chaîne. On se retrouve prochainement. Au revoir.